she thought she was a real pro. It's all fun, cool, exciting, and highly profitable until somebody kills you. Il y a des affaires qui font débat parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que les preuves manquent, parce que les témoignages se contredisent et on ne peut faire que spéculer. Dans cette affaire, c'est l'inverse. On sait exactement ce qui s'est passé à la seconde près parce que l'homme au centre de cette histoire a lui-même tout enregistré et c'est précisément cet enregistrement qui est devenu la pièce centrale de son procès. Donc le débat ici, il n'est pas factuel, il est moral. Quand on est victime de cambriolage à répétition et que l'on craint que la prochaine fois les cambrioleurs seront peut-être armés, a-t-on le droit de se défendre ? Et si oui, jusqu'où peut-on aller ? Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire Byron David Smith, ou comment un homme qui a tué des cambrioleurs entrés chez lui par effraction s'est retrouvé accusé de meurtre au premier degré. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode à partir de lundi prochain en format podcast audio sur toutes les plateformes de podcast, avec des doublages en français. Générique. Un grand merci à CyberGhost VPN qui m'accompagne sur cette vidéo. Vous le savez, Internet c'est devenu indispensable, mais c'est aussi un endroit où vos données personnelles sont constamment exposées. Et pour naviguer en toute sécurité, il n'y a rien de mieux qu'un VPN comme CyberGhost. Comment ça marche ? Eh bien, en gros, ça crypte votre connexion et ça redirige votre trafic via un tunnel VPN sécurisé, ce qui protège vos données personnelles, mais aussi masque votre adresse IP, en gros votre identité en ligne. Mais au-delà de l'aspect sécurité, CyberGhost VPN, ça vous permet aussi de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à des contenus normalement bloqués dans votre région. Par exemple, sur le catalogue US de Netflix, Amazon Prime et plus de 40 autres plateformes de streaming, il y a beaucoup plus de choix de séries, de documentaires true crime, de films, j'en passe et des meilleurs. Mais ça n'est accessible qu'aux gens qui sont aux États-Unis, ou à ceux qui utilisent CyberGhost pour faire croire qu'ils sont aux States. Bref, que ce soit pour débloquer les catalogues des plateformes de streaming ou tout simplement naviguer en toute tranquillité, CyberGhost VPN est devenu un outil vraiment indispensable, noté excellent sur Trustpilot. Et puis, c'est super facile à utiliser, il ne faut que quelques clics pour vous connecter sur un de leurs serveurs répartis dans plus de 100 pays. Personnellement, je l'utilise depuis des années et franchement, je ne pourrais plus m'en passer, mais je suis loin d'être le seul vu qu'il y a plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors si vous aussi vous voulez protéger votre vie privée en ligne, je vous ai mis un lien en description qui vous donne accès à une offre spéciale réservée aux viewers de la chaîne, 2,03€ par mois seulement, soit 83% de réduction et 4 mois offerts. Ça marche sur toutes les plateformes et un seul abonnement permet de protéger jusqu'à 7 appareils, donc si vous avez 6 amis, ça fait 2,03€ divisé par 7, soit... Ouais bon, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait pas très cher. Et maintenant, retour à l'affaire du jour. Byron David Smith a 64 ans le 22 novembre 2012 et sa vie entière l'a préparé à évaluer les menaces avant même qu'elles se matérialisent. Pendant des décennies, Byron a travaillé comme ingénieur de sécurité au département d'État américain avec une mission très précise, protéger les ambassades américaines contre le terrorisme et l'espionnage international. Et ce, dans des villes où les menaces, surtout l'espionnage, ne sont pas des menaces abstraites, Bangkok, Le Caire, Moscou et Pékin. Dans des pays où la moindre erreur de jugement peut potentiellement coûter la vie à des agents. À certaines périodes de sa carrière, Byron supervise plus de 50 employés. Son habilitation de sécurité est, selon certaines sources, au niveau le plus élevé possible aux États-Unis, et son poste implique des vérifications d'antécédents et des bilans de santé mentale que peu de gens réussissent. Ce qui signifie en clair que les États-Unis ont passé des années à s'assurer que Byron était quelqu'un de fiable pour prendre des décisions sous pression. Il prend sa retraite en 2006 et rentre habiter aux États-Unis dans la maison familiale située au 14 319 Elm Street à Little Falls, une petite ville d'environ 8000 habitants au bord du fleuve Mississippi. La maison de son enfance, construite en 1966, est entourée de grands pins qui la cachent un petit peu des regards et Byron y vit seul depuis le décès de sa mère 3 ans plus tôt. Seulement, peut-être parce qu'elle est un petit peu isolée, la maison est cambriolée à plusieurs reprises au cours des mois qui précèdent le 22 novembre. Whoever it was who was breaking into my home had been doing it for so long.
that I was no longer willing to live in fear. Byron affirme avoir signalé plusieurs intrusions au bureau du shérif du comté de Morrison, mais les enquêteurs ne retrouveront des traces formelles que de 2 d'entre elles. Le dernier cambriolage documenté remonte à octobre 2012 et les voleurs sont repartis avec l'équivalent de 10 000 $ de biens, du cash, de l'électronique, son fusil de chasse, etc., etc. Mais aussi quelques objets dont la valeur est strictement sentimentale, comme la montre de son père. Ted Smith, qui était pilote de B-17 pendant la Seconde Guerre mondiale, a été abattu lors du second raid de Schweinfurt et a été prisonnier de guerre allemand pendant 19 mois. Pour le remercier de ses sacrifices, le gouvernement français lui avait offert cette montre. Lassé de ces cambriolages à répétition, Byron commence alors à s'adapter en conséquence avec la méthode de quelqu'un qui a passé sa vie professionnelle entière à penser la sécurité comme un simple problème à résoudre. Il installe des caméras de surveillance, il commence à porter ses armes à l'intérieur de la maison en permanence, mais il ne se contente pas de les porter parce que ses voisins commencent à se plaindre, ils l'entendent tirer dans son jardin. En dehors de la nuisance sonore, il commence à s'inquiéter que des balles perdues puissent atteindre des enfants dans les propriétés adjacentes. Et puis arrive le 22 novembre 2012, jour de Thanksgiving. À cette date, les cambrioleurs le savent, beaucoup de gens quittent leur domicile pour aller passer la journée chez des amis ou de la famille. Donc, si une maison a l'air vide, c'est très probablement qu'elle l'est et qu'ils ont le champ libre. Et Byron le sait aussi parce que ce matin-là, il gare sa propre voiture devant chez un voisin pour que sa maison ait l'air abandonnée, puis il rentre chez lui, et une fois à l'intérieur, il dévisse méthodiquement toutes les ampoules de plafonnier du sous-sol pour plonger la pièce dans l'obscurité totale. Ensuite, il s'installe dans un fauteuil rembourré dissimulé entre 2 étagères en bas de l'escalier, pose sa carabine Ruger Mini 14 sur ses genoux, met son revolver calibre 22 dans son holster, pose un dictaphone sur la table basse à côté de lui, presse le bouton enregistrement et il attend. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que cet enregistrement va devenir la pièce à conviction centrale dans son procès pour meurtre. À 13h03, les caméras de surveillance de Byron enregistrent Nick Brady qui longe sa maison, qui inspecte les fenêtres, qui semble s'assurer que la maison est bien vide et cherche le meilleur moyen d'y entrer. Et finalement, il brise une fenêtre. Il élargit l'ouverture, puis il entre et passe quelques minutes à inspecter la maison avant de finalement descendre vers le sous-sol où Byron l'attend. Quand Nick arrive dans l'obscurité au niveau du fauteuil, Byron tire sans la moindre sommation. You're dead. Les 2 premiers coups de feu sont tirés presque simultanément, Nick s'effondre et c'est après plusieurs secondes que le 3e coup de feu retentit. Selon ce que le rapport d'autopsie établira plus tard, ce dernier tir traverse le doigt de Nick avant d'entrer dans son crâne, indiquant que le cambrioleur a sûrement levé la main dans une tentative de se protéger. Sur l'enregistrement, près de 10 minutes s'écoulent avant qu'on entende autre chose. Et c'est d'ailleurs ce chiffre-là, cette durée précise et documentée que l'accusation va utiliser 2 ans plus tard pour démontrer que ce qui s'est passé ensuite n'était plus du tout de la légitime défense. À 13h13, Hayley Kiefer entre par la même fenêtre brisée, appelle son cousin dans la maison qui ne répond pas, alors elle descend à son tour l'escalier vers le sous-sol. Oh, sorry about that. Aye. Bitch. I feel a little bit safer. Not totally safe. I'm still shaking a bit, but a little bit safer. Et puis, Byron reste assis dans le fauteuil un long moment après le dernier coup de feu, dans le silence complet de sa cave, et ce qu'il dit dans les minutes qui suivent, c'est quelque chose qu'on peut entendre sur l'enregistrement, même si c'est chuchoté, comme s'il ne voulait pas que les mots soient captés par le dictaphone. Et le problème, c'est qu'il ne donne pas du tout l'impression d'être un homme sous le choc parce qu'il vient de tuer 2 personnes, paniqué à l'idée des conséquences,
ou effondré d'avoir ôté 2 vies, non. Au contraire, il ressemble à un homme qui analyse froidement la situation, qui justifie son acte et qui planifie minutieusement la suite. I refuse to live in fear. I felt like I was cleaning up a mess. Worse than spilled food. Worse than vomit. Worse than shit. Cleaning up a mess. Ces mots vont avoir une importance capitale, d'autant qu'un peu plus tard, Byron décroche son téléphone, non pas pour appeler le 911, mais pour appeler son voisin, Bill Anderson, à qui il demande de lui trouver un avocat. Et un détail particulièrement frappant, c'est non seulement le calme dont il fait preuve, mais aussi le niveau de précision des instructions qu'il lui donne pour le rejoindre. Okay, there's no particular rush, but earlier would be better. Okay, also, drive to the far north. Don't take the dirt driveway. It's chained off. Go north of that. Okay, don't worry about anything. No, I won't be upstairs. En réalité, cet appel dans l'enregistrement est passé à un certain Chris, si j'ai bien entendu et bien compris, mais peu après la partie de l'enregistrement qui a été rendue publique, il a passé quasiment le même appel à son voisin Bill, ce qu'il a d'ailleurs confirmé plus tard pendant son interrogatoire. Quoi qu'il en soit, les instructions données pour l'accès à sa propriété sont clairement pensées pour que personne ne voit quiconque arriver chez lui. Et une fois les appels passés, Byron reste dans ce sous-sol pendant toute la nuit jusqu'au lendemain matin, juste à côté des 2 corps. Dans la matinée du 23 novembre, c'est Bill Anderson qui finit par appeler le bureau du shérif du comté de Morrison parce que Byron lui a demandé de le faire. Et quand les enquêteurs arrivent sur place, Byron les accueille, il leur explique calmement ce qui s'est passé et il accepte de les suivre au poste pour y être interrogé. Cet interrogatoire va durer plusieurs heures pendant lesquelles Byron va parler librement, sans la moindre hésitation, et ce qu'il va dire va poser un problème bien plus grand que l'enregistrement audio lui-même. Avant que l'interrogatoire ne débute, le sergent enquêteur Jeremy Lubert du bureau du shérif du comté de Morrison lit ses droits à Byron et, chose étonnante, dans la mesure où il avait appelé spécifiquement son voisin pour lui trouver un avocat, il refuse d'être assisté pendant l'interrogatoire. Byron, before we ask you any questions, you must understand what your rights are. You have the right to remain silent. Do you understand that? Yes. Okay. Anything you say can be used against you in court. Do you understand that? I understand that. Okay. You have the right to talk to a lawyer for advice before we question you and to have him with you during questioning. Do you understand that? I understand that, and I waive that considering the circumstances. Okay. If you cannot afford a lawyer and want one, a lawyer will be provided for you. Understand that, Barry? I understand that. Jeremy Lubers lui dit clairement qu'il a été placé en état d'arrestation et Byron répond qu'il comprend et que c'est plutôt normal. And before I ask any questions in regards to the reason that led up to why you were placed under arrest was explained to you at the scene, is that correct? Because there were bodies, and that's a good reason. Okay, yes, and that was explained to you, that's why you were placed under arrest at that time, correct? Mm-hmm. Okay. Ce qui suit va durer 2h30, réparti sur 3 sessions, et dès les premières minutes, le ton de Byron désarçonne l'enquêteur. Il ne cherche pas ses mots, il ne pleure pas, il n'essaye pas de minimiser ce qui s'est passé la veille, et il ne se positionne à aucun moment comme quelqu'un qui a quelque chose à défendre, ce qui est une posture tellement inhabituelle dans ce contexte qu'elle finit par devenir en elle-même une information. Byron explique d'abord dans quel état il était dans le mois qui a précédé le 22 novembre, et ce qu'il décrit, c'est quelqu'un qui avait progressivement cessé de vivre normalement chez lui à cause de cambriolages répétés. Now, for the past month, my life has been very unhappy. I haven't slept very well. In fact, I'm lucky to get one good night of sleep a month. And I'm keeping everything locked up all the time because I'm being victimized again and again and again. And in the past couple of weeks, I've gotten into the habit of carrying my guns with me inside my house because I don't know who's going to break in when. Ensuite, Byron commence à décrire les événements de la veille dans l'ordre, avec la précision de quelqu'un qui restitue le déroulé d'une opération militaire. You said you heard the window break upstairs, correct? You were downstairs. You heard footsteps down the hallway, right? Yep.
So that would be from the bedroom, and then whoever. Out Do the you door, think yeah. somebody entered in your house through that broken window? Oh, absolutely. And you heard the footsteps coming down the hallway, Yeah. right? Then immediately did he turn and come down the stairwell, or did he go in any other rooms? He first? came directly down the stairs. Okay. Then you heard footsteps coming down the stairs. Is that correct? Yes, and then I saw his feet, and then I saw his legs, and when I saw his hips, I shot. Il continue et explique calmement qu'après le 3e coup de feu, celui qui a achevé Nick, il est allé chercher une bâche près de la cheminée pour envelopper le corps et ainsi éviter d'endommager le tapis. Il l'a traîné dans l'atelier au fond du sous-sol et il a fermé la porte pour ne plus le voir. Puis il s'est rassis et il a attendu. Ce que l'interrogatoire révèle ensuite sur la séquence des tirs sur Hayley est, si c'est possible, encore plus désarçonnant que ce qui précède. Parce que Byron ne décrit pas un moment de panique, il décrit une séquence qu'il a gérée comme un problème technique à résoudre, y compris quand la carabine s'est enrayée au second coup de feu, l'obligeant à poser le Mini 14 et à sortir le revolver calibre 22 du holster à sa ceinture pour continuer. D'ailleurs, si vous vous souvenez de l'enregistrement sur le dictaphone, quand il dit « Oh, je suis désolé » alors qu'il est en train de tirer sur Hayley, il n'est pas désolé de la tuer, il est désolé parce que son arme vient de s'enrayer. Et après l'avoir elle aussi traînée sur une bâche, elle respirait encore par à-coups faiblement, donc il l'a achevée. With the female, after I dragged her out of the way, she was still doing some faint gasping, and I just right there. You're saying right there, but you're pointing your finger underneath your chin. The chin into the cranium. Okay. Even if I kill somebody, I don't want to leave them lay and suffer. Puis, quelques minutes plus tard, dans l'interrogatoire, quand Jeremy Lubert lui demande si elle avait quelque chose dans les mains quand elle est tombée, Byron dit qu'il ne regardait pas ses mains et qu'il avait de toute façon déjà établi que tous les deux étaient nécessairement armés parce qu'ils avaient volé ses armes lors de cambriolages précédents, donc la question ne se posait pas à ses yeux. La menace était acquise avant même qu'il ne descende l'escalier. Après avoir expliqué les tirs, Byron raconte comment il a vérifié les semelles des chaussures de Hayley parce qu'il cherchait activement le motif correspondant aux empreintes laissées lors de cambriolages antérieurs. Ce qu'il n'a pas trouvé sur les bottes de la jeune femme, alors il est allé vérifier sur celles de Nick. Do you remember what kind of pants she was wearing, or shoes? I remember the shoes because I was still checking for skateboard shoes. And she was wearing some sort of winter boot that was something else. Okay. But it was after that, since she was wearing some sort of winter boot, black and white, some sort of pattern, that I checked his shoes and saw the pattern there because hers didn't have the pattern. I assumed, since it was a smaller wave pattern, that it was somebody with a small foot. But then I noticed on his shoes that the outside was smooth, so it would have only printed in a small wave pattern. Pas de panique, pas de confusion. Byron analyse méthodiquement les corps sans vie des deux personnes sur qui il vient de tirer et avant d'appeler qui que ce soit, il s'assure que ses hypothèses sur les cambriolages précédents étaient correctes. Mais il y a un moment dans l'interrogatoire où Byron dit quelque chose qu'il n'avait peut-être pas prévu de dire. Jeremy Lubert lui demande pourquoi il avait garé son pick-up ailleurs ce matin-là. Byron commence à répondre, et en répondant, il comprend soudain ce qu'il est en train de dire. C'est lui qui a, volontairement ou involontairement, créé les conditions du cambriolage parce qu'il avait sorti son pick-up vers 11h15 pour le garer hors de vue, qu'il était rentré à pied et que Nick et Hayley l'avaient vu partir sans le voir revenir, donc ils avaient conclu que la maison était vide. Why do you have that vehicle parked over there? I needed to clean out the garage and I wanted it out of the way for a while. Okay. It's time of the year to clean out the garage before it gets too cold to do it. Okay. And you said, is that where you have where you had the truck parked? Is it in front of some property that you own there? No, it's just out of the way, out of sight. I didn't want it vandalized. Okay. When did you park that truck there? Let's see, I was starting to clean up. That would have been Thursday morning. So Thursday morning you said you parked it there? Okay. Oh no.
That would have been the trigger for them coming to see me. That would have been the trigger. That's why they came. They thought I had gone away. They saw me drive the truck out and they didn't see me come back because I walked back. And that's why they came. Ce qui ne change évidemment rien au fait qu'une maison qui a l'air vide, c'est pas une maison dont la porte est grande ouverte et où on a le droit d'aller se servir, hein, mais pour l'accusation, ce moment est précieux parce qu'il établit autre chose. Byron avait préparé la cave et il avait, peut-être sans le vouloir, préparé les conditions favorables pour que quelqu'un vienne s'y faire tuer. Mais qui étaient Nick et Hayley? Parce que jusqu'ici on les a vus uniquement à travers le regard de Byron, des voleurs, deux silhouettes qui descendent un escalier dans le noir, mais s'agissait-il vraiment de criminels chevronnés? Nick Brady avait 17 ans. Il était élève au lycée de Pillager après avoir été transféré depuis le lycée de Little Falls où il faisait partie de l'équipe de lutte. À côté de ses études, il travaillait régulièrement avec son père qui avait une boîte d'élagage. D'ailleurs, selon sa sœur Crystal Schaffel, il gagnait suffisamment bien sa vie avec l'élagage pour n'avoir pas besoin de voler quoi que ce soit. Mais ça ne l'a pas empêché de le faire, et on y reviendra. Hayley Kiefer avait 18 ans, c'était la cousine de Nick, et c'était une élève du lycée de Little Falls. Elle avait fait de la natation en compétition, de la gymnastique, du cross-country, mais elle avait aussi dû faire plusieurs séjours en centre de traitement pour abus de substances, et d'après les gens qui la connaissaient, elle faisait de son mieux pour redresser la barre, mais Crystal Schaffel indique que Hayley aurait volé des pilules d'Adderall chez elle peu de temps avant, et d'ailleurs, le rapport toxicologique a établi qu'elle avait consommé de la marijuana et des composants de sirop antitussif à des doses hallucinogènes ce jour-là. La voiture dans laquelle elle et Nick se trouvaient était liée à un cambriolage commis la veille chez un enseignant retraité du coin avec des médicaments sur ordonnance retrouvés à l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des criminels chevronnés, juste deux adolescents avec des problèmes de substance qui faisaient des cambriolages et qui, ce jour-là, ont eu le mauvais timing d'entrer dans la mauvaise maison. Mais ce que l'enquête post-mortem a établi et que peu de gens savent, c'est que Nick n'en était pas à son premier cambriolage chez Byron Smith. Un ami de Nick, Cody Casper, a confirmé aux enquêteurs dès la fin novembre 2012 avoir servi de guetteur lors de deux effractions chez Byron, une pendant l'été 2012 et une autre le 27 octobre, soit moins d'un mois avant le 22 novembre. C'est Nick qui entrait, Cody attendait juste dehors avec son téléphone pour prévenir si quelqu'un arrivait. Lors du cambriolage d'octobre, Nick est reparti avec une tronçonneuse, du fil de cuivre et un kit de siphonnage. Et à l'occasion d'un autre cambriolage dont Cody n'avait pas fait partie, Nick avait volé des armes à feu chez Byron, des armes que la police a retrouvées dans sa chambre. D'ailleurs, l'adolescent avait posté sur Facebook des photos de lui posant avec ses armes. Cody Casper a plaidé coupable en avril 2013. Les documents judiciaires établissant le lien entre Nick et les cambriolages chez Byron existent donc bel et bien avant le procès, mais le juge Douglas Anderson a exclu ce témoignage au motif que Byron Smith ne savait pas qui entrait chez lui au moment des faits, rendant les antécédents de Nick Brady non pertinents pour la question de la légitime défense. Le procès de Byron David Smith a lieu en 2014 et il doit répondre à une seule et unique question: a-t-il agi en état de légitime défense ou pas ? Le procès s'ouvre le 21 avril 2014 dans le comté de Morrison, Minnesota, et en réalité, dès le premier jour, la question qui structure tout est posée clairement par le procureur Peter Putt. Ce n'est pas est-ce que Byron avait le droit de se défendre chez lui, mais à quel moment précis ce droit a cessé de s'appliquer. Le Minnesota reconnaît la Castle Doctrine en droit américain. Ça signifie qu'un propriétaire peut légalement avoir recours à la force létale pour se défendre dans son domicile, sans obligation de fuir, sans obligation de reculer, sans obligation de chercher une alternative parce que sa maison est son territoire et que l'intrusion crée une présomption de menace. Et c'est exactement ce que Byron avait en tête quand il s'est installé dans ce fauteuil. Ce que cette doctrine n'autorise pas, c'est ce que le procureur Peter Putt va s'employer à démontrer pendant 8 jours d'audience, une fois que la menace est neutralisée. Une fois que l'intrus est à terre et que le danger immédiat a disparu, la loi ne donne plus à personne le droit de tirer. La loi du Minnesota est précise là-dessus. La prise de vie intentionnelle n'est autorisée que lorsqu'elle est nécessaire pour prévenir
un acte qui exposerait l'acteur ou une autre personne à un grave préjudice corporel ou à la mort. C'est en réalité le principe universel de la légitime défense. Elle doit être immédiate, nécessaire et proportionnelle, ce qui veut dire que la menace doit être en cours, que l'usage de la force doit être le dernier recours possible et surtout qu'on est censé répondre avec un moyen équivalent. Donc si la menace vient d'une personne sans arme, en théorie, on ne peut pas se défendre avec une arme. C'est pareil en France. Évidemment, je vous fais un très gros résumé sans entrer dans les particularités, etc. Mais au moins, vous avez une bonne vue d'ensemble. Et c'est exactement ça que l'accusation va tenter de démontrer au jury. Les 2 premiers tirs sur Nick, les 2 premiers tirs sur Hailey auraient vraisemblablement pu se justifier. Ce qui vient ensuite, non. Le tir en pleine tête de Nick alors qu'il était à genoux sur le sol, le coup de grâce sous le menton de Hailey alors qu'elle respirait encore faiblement sur la bâche, la pause de 10 minutes entre les 2 victimes, pendant laquelle Byron a rechargé, a traîné un corps et s'est rassis, et surtout, les mots captés par le dictaphone. Cute. I'm sure she thought she was a real pro. This bitch was going to go through her life spoiling things for other people. Thieving, robbing, drug use. It's all fun, cool, exciting, and highly profitable until somebody kills you. L'accusation joue l'enregistrement 3 fois en entier pour le jury et à chaque nouvelle écoute, la préméditation semble de plus en plus évidente. Byron s'était fait cambrioler plusieurs fois et comme les autorités ne faisaient rien, comme la justice est trop laxiste selon lui, il a décidé de prendre les choses en main à sa manière, avec son expérience professionnelle. And they take slice after slice out of me. $5,000 slice, $10,000 slice. And if I gather enough evidence, they might be prosecuted. If they're prosecuted, it might go to court. If it goes to court, they might be found guilty. If they're found guilty, they might spend 6 months, 2 years in jail. And then they're out, and they need money worse than ever, and they're filled with revenge. I cannot live a life like that. I cannot have that chewing on me for the rest of my life. I cannot. I refuse to live with that level of fear in my life. I refuse to live with that level of fear in my life. La défense, elle, tente de démontrer la sincérité de la peur de Byron suite au cambriolage répété, surtout parce que lors de précédentes effractions, les voleurs sont repartis avec des armes à feu. L'accusation, de son côté, insiste sur la préparation et compare la configuration de la cave à un affût de chasse en demandant aux jurés chasseurs dans la salle si la ressemblance n'est pas trop flagrante. Un homme dissimulé dans l'ombre, armé, qui attend que sa cible descende dans le couloir de tir qu'il a préparé et qui dispose les corps comme s'il s'agissait de simples gibier. La grand-mère de Nick, Bonnie Schaffel, dit au juge en fixant Byron « Smith s'est fait voler des objets. Nick et Hailey se sont fait voler leur vie. » Et l'enregistrement ne joue pas en la faveur de l'accusé parce que le 29 avril 2014, après 3 heures de délibération, le jury rend son verdict, coupable sur 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec préméditation et coupable sur 2 chefs de meurtre au second degré. Le juge Douglas Anderson prononce immédiatement 2 peines de réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Byron a fait appel à plusieurs reprises, mais tous ses appels ont été rejetés. Il a aujourd'hui 76 ans et il est incarcéré au Minnesota Correctional Facility d'Oak Park Heights. Mais au-delà de la condamnation, l'affaire continue de diviser non seulement la communauté d'Ital Falls, mais aussi l'opinion publique du monde entier. Des pages Facebook continuent de le présenter comme un héros du second amendement, un vieil homme seul que le système avait abandonné et qui avait finalement fait ce que la police ne pouvait pas faire, alors que d'autres le présentent comme ce que le verdict a officiellement établi, un homme qui a tout mis en œuvre pour tuer des gens. Parce que, encore une fois, si les premiers coups de feu sont défendables, les exécutions qui ont suivi le sont un petit peu moins.
Maintenant, la rage après des cambriolages, surtout à répétition, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent comprendre. Et si vous vivez seul dans une maison isolée, qu'on vous a cambriolé plusieurs fois et que la police ne fait rien, cette rage-là, elle est légitime. Moi-même, ça m'est arrivé de me faire cambrioler et il est évident que si j'avais pu choper le voleur, je leur aurais pas fait un câlin. Mais la question c'est, jusqu'où cette rage autorise-t-elle à aller ? Cette rage donne-t-elle le droit de piéger les voleurs en se garant ailleurs pour faire croire que la maison est vide ? Peut-être. Est-ce qu'elle donne le droit de dévisser les ampoules et de se cacher dans la pénombre, une carabine sur les genoux ? Admettons. À tirer sur des êtres humains ? Là, ça commence à devenir délicat. Et à leur tirer une balle dans la tête à bout portant pour les achever ? Ça, il n'y a que vous pour répondre à cette question. Parce que l'écart entre ces 4 réponses, c'est exactement la différence entre se défendre et exécuter. Et c'est cette ligne que Byron a choisi de franchir. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore protégé en ligne, c'est vraiment le moment d'y penser. Utilisez le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et profiter de l'offre exclusive de 83% de réduction, plus 4 mois offerts. Vous pouvez le tester sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, donc franchement, ça ne coûte vraiment rien d'essayer. Et en plus, ça permet de soutenir la chaîne, donc merci à tous ceux qui utiliseront le lien. À lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI, et je ne le demande pas souvent de vive voix, mais si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Et j'ai un objectif un petit peu fou, ça paraît assez peu probable, mais on peut toujours rêver, ce serait d'atteindre les 400 000 abonnés d'ici la fin d'année. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut.